Un enfant est toujours un enfant, qu'il soit jaune, qu'il soit vert, qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge. Un enfant est toujours un enfant. Voilà, bonjour fidèles auditeurs et auditrices sur la 98.6. Bienvenue dans cette tribune spéciale consacrée à la Journée internationale des personnes handicapées. À la présentation, Fanny Emina Bongo et la technique est assurée par Tessia Louise. Une fois de plus, bonjour et soyez les bienvenus, chers auditeurs, dans cette tribune spéciale consacrée à la célébration, consacrée à la Journée internationale des personnes handicapées. Oui, chers auditeurs, sentez-vous libres de participer. Vous pouvez participer, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos SMS dans ce numéro 06 562 65 69. Nous parlerons des personnes handicapées. Dans ce studio de la RCJ, je ne suis pas seule pour en parler. Je suis avec Monsieur André Kabi, qui je dis bonjour, Monsieur Kabi. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va, merci. Ça va très bien. Oui. Soyez les bienvenus dans le studio de la RCJ. Merci. En tout cas, en dehors de Monsieur Kabi, nous avons Monsieur Hachi Tudika, Monsieur Hachi, sociologue, anthropologue, chercheur. Bonjour, Monsieur Hachi. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. En tout cas, merci beaucoup et soyez les bienvenus. Merci à vous. En tout cas. Et en dehors de Monsieur Hachi, nous avons un couple, le couple Sikou, parent d'un enfant handicapé. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors aujourd'hui, et ensemble avec les auditeurs, nous parlerons de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année. Pour l'année 2018, on se rappelle, le thème retenu, c'était l'autonomisation des personnes handicapées pour un développement inclusif, équitable et durable dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et concernant cette journée, on sait bien que cette journée a été instituée par les Nations Unies depuis 1992. Alors, Monsieur Kabi, on parle des personnes handicapées. On parle également de la journée des personnes handicapées. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'objectif de cette journée, consacrer cette journée spéciale pour les personnes handicapées? Quel est l'objectif de la journée? Merci. L'objectif de la journée, c'est en fait pour dire que la personne handicapée, c'est une personne qui a les mêmes droits que la personne dite normale, et pour permettre aussi, pour donner aussi l'opportunité aux personnes vivant avec handicap de dépasser leur handicap, de sortir de leur handicap pour essayer de se valoriser, parce que chacun de nous a quelque chose en soi qu'il peut valoriser, hein, et donc de se mettre au même diapason, au même niveau que les personnes dites normales, parce que vous savez, de toute façon, chacun de nous est handicapé de quelque chose, quelque part. Hein, donc c'est en fait pour essayer de faire comme une sorte de mise en relief de tout le monde, quoi. Alors, Monsieur Hachi, est-ce que vous pensez que cette journée consacrée aux personnes handicapées, elle est la bienvenue? Et naturellement, elle est la bienvenue parce que cette journée permettra de comprendre que le handicap n'est pas un handicap qui devrait exclure celui qui a le mal. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir comment la société vit le mal et comment il conçoit le mal, notamment la société congolaise. Et ceci permettrait aussi de trouver des solutions par rapport à la conception qu'on a du mal qu'on a, surtout ce mal social. Mais est-ce que le couple Sika pense que cette journée consacrée spécialement aux personnes handicapées, elle est la bienvenue pour les parents qui vivent ce genre de situation, qui ont par exemple un enfant handicapé? Oui, elle est très importante parce que ça va permettre aux parents qui vivent avec des enfants handicapés
de se surmonter sur certaines épreuves parce que cette épreuve, elle est très pénible à supporter. Voilà pourquoi nous voulons que cette journée est spéciale parce que le handicap est permanent à l'homme humain. Merci. Merci. Voilà, chers auditeurs, vous avez la possibilité de participer à notre discussion. Ce numéro 06 562 65 69. Nous vous rappelons que nous parlons des personnes handicapées. Donc, vos réactions, vos questions, vos histoires nous intéressent. Donc, écrivez-nous, n'hésitez pas, sentez-vous libre. 06 562 65 69. Alors, Monsieur Kabi, dites-nous, à l'occasion de cette journée 2018, est-ce que vous, au niveau de votre ONG, au niveau d'Afrique, d'Handicap Afrique, est-ce que vous avez eu à organiser des activités? Oui, et surtout avec le soutien, le financement de l'Union européenne, puisque nous avons obtenu une subvention de l'Union européenne qui nous permet de prendre en charge des enfants infirmes moteurs cérébraux. Et donc, à l'occasion de cette journée, justement, nous avons voulu honorer, enfin, nous occuper des enfants infirmes moteurs cérébraux, mais pas que, parce que c'est une journée internationale des personnes handicapés. Je dis, on ouvre la porte à toutes les autres catégories de handicap, donc handicap moteur, handicap visuel, auditif, tout ça, et justement aussi nos enfants infirmes moteurs cérébraux. Et la subvention de l'Union européenne nous aura permis, par exemple, de distinguer, de récompenser la maman de l'année, le parent de l'année, parce que nous avons, puisque nous sommes, grâce à ce projet, nous sommes en train d'évoluer au niveau de Brazzaville, Pointe-Noire, Nkayi, Owando, Dolezi et Bétou. Et nous avons, avec nos antennes qui sont un peu partout là, nous avons essayé d'identifier le parent de l'année. Et la lauréate, puisque c'est une dame et de Brazzaville, c'est une maman, une maman qui s'occupe de son petit enfant, donc c'est une grand-mère. Et cette maman a été distinguée, on a mis à sa disposition 1 million de francs CFA. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes, puisqu'elle n'avait pas de l'eau chez elle, nous avons fait rentrer de l'eau chez elle. Nous avons trouvé un fauteuil roulant à son petit-fils. Nous avons donné une activité commerciale à cette maman qui vend, et on lui a construit une petite boutique. Donc, finalement, elle développe une petite activité. On a acheté du sucre, du lait, un peu plein de divers là, qui lui permettent aujourd'hui de vivre un peu plus décemment avec son petit-fils que son fils lui avait abandonné. Lorsque vous parlez d'identification du meilleur parent, quels sont les critères que vous avez retenus pour arriver à identifier le meilleur parent? C'était voir un peu pendant les 3 années passées une personne qui s'était intéressée de manière vraiment franche d'une personne, d'un enfant handicapé, d'un enfant avec handicap. Donc le critère, c'est simplement s'occuper des enfants, mais pour ça, d'abord s'occuper des enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux. Hein. Et cette maman, vraiment, non, elle s'est vraiment bien distinguée. Elle était vraiment la meilleure.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tout au long de cette tribu, nous parlerons des personnes handicapées. Je pense que pour aider les auditeurs à comprendre, nous aimerons d'abord aller par la définition de façon simple. Qu'est-ce que nous entendons par personne handicapée, Monsieur Echim? Bon, une personne handicapée, c'est une personne qui a un handicap. Ça peut être verbal, qui n'arrive pas à parler, c'est un handicap. Un handicap peut être un handicap moteur au niveau des muscles paralytiques, c'est un handicap. Aujourd'hui aussi, un handicap, c'est ce qu'on appelle ceux qui naissent blancs alors qui sont noirs, c'est un handicap. Et ça peut aller plus loin dans une maladie physiologiquement profonde. C'est un handicap, mais un handicap aujourd'hui qui devient social. Et ça crée autour de la famille une maladie telle que ça crée des conflits. Mais avant d'en arriver là, parce que nous sommes au Congo ou en Afrique, le risque c'est de le traiter que les sujets, comment, quelle contribution apporter, quel remède apporter. Mais il faudrait qu'on comprenne aussi d'où vient le mal. Vous comprenez? Nous sommes en Afrique, on a une représentation de la maladie ou de la famille. Les enfants, par exemple, les enfants qu'on appelle Yeza, les enfants qu'on appelle Sita, qui naissent, vous voyez qu'ils naissent dans des familles, et ces familles-là ont des familles vivantes et des familles mortes. Cette relation de familles vivantes et des familles et des parents morts, c'est une continuité. Ceux qui sont morts ne sont pas morts d'après les représentations sociales de la famille. Et dans le monde, d'après la conception africaine, dans l'autre monde, il y a des bienfaiteurs qui peuvent envoyer des enfants. Des enfants qui paraît-il, sont en bonne santé. Il y a d'autres Zita qui envoient des enfants malades. C'est ce que je crois, moi. C'est la représentation sociale. On a construit comme ça. Et voilà qu'un enfant arrive malade. Alors c'est vécu comme une malédiction. Et quand c'est vécu comme une malédiction, ça crée le désordre familial, au point où ça peut créer le divorce. On vous menace, il faut divorcer parce que c'est un être qui n'est pas normal. Parce que nous sommes au Congo ou en Afrique, le risque c'est de le traiter que le sujet, comment, quelle contribution apporter, quel remède apporter. Mais il faudrait qu'on comprenne aussi d'où vient le mal. Vous comprenez? Nous sommes en Afrique, on a une représentation de la maladie ou de la famille. Les enfants, par exemple, les enfants qu'on appelle Yeza, les enfants qu'on appelle Sita, qui naissent, vous voyez qu'ils naissent dans des familles, et ces familles-là ont des familles vivantes et des familles mortes. Cette relation de familles vivantes et des familles et des parents morts, c'est une enseigne. Mais chez nous, on repart dans notre construit, j'allais dire, de la maladie, de nos représentations. Il se pourrait qu'il y ait un parent qui est fâché, qui est revenu dans le ventre, et puis voilà, on vit ça comme quelque chose qui n'est pas bien. Et ça retarde un peu. Je ne critique pas les représentations, mais c'est comme ça que c'est vécu. Handicapé moteur des pieds. On est peut-être des mains aussi, parce qu'on peut avoir... voilà, par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a présenté un bébé qui est né sans membre. Pas de pied, pas de main. Donc, ça, c'est un enfant handicapé. Ça, c'est le moteur. Ensuite, il y a le sensoriel. Dans le sensoriel, il y a, par exemple, les sourds, sourds ou malentendants, parce que à des degrés différents, on est soit sourd, soit malentendant. Alors là, c'est l'audition qui est handicapée, qui est atteinte. Ou alors un handicap sensoriel encore visuel. Donc la vue est atteinte.
À des degrés différents, on dirait malvoyant ou aveugle. Hein, malvoyant, parfois on peut malvoyant comme l'indique le mot, on voit mal. Hein, donc on peut distinguer quelques ombres, tout ça, mais on ne voit pas vraiment tout à fait bien. Ou alors, carrément, on est aveugle. Il y a aussi le handicap mental. Et c'est le cas, par exemple, des Nchita, des Chitomi, les Yeza. Donc, il y a une insuffisance au niveau du mental. Attention à distinguer des malades mentaux. Un malade mental, c'est une maladie qui atteint le mental. Alors que le handicapé mental, il y a un handicap, moi je dis toujours, le handicap c'est comme une panne. Il y a une panne au niveau du cerveau. Il y a une panne au niveau du cerveau et puis comme c'est de réparer quoi. La réparation, ça. On ne pourrait pas atteindre peut-être la perfection, mais au moins on pourrait réduire le handicap. Justement, Monsieur Achille, il a parlé des albinos comme étant des personnes handicapées. Eux aussi, ils peuvent être concernés comme des personnes handicapées. Eux aussi, ils ont été mis parmi... c'est une catégorie de handicap. Pourquoi? Parce que on les appelle les sans mélanine. Donc, il y a au niveau du corps humain, il y a donc l'absence de la mélanine qui colore le teint. Et donc, eux, ils n'ont pas cette coloration et ça a un impact sur de vision. Ça a un impact sur la peau. La peau, facilement, ça va vers le cancer. Et il faut qu'ils entretiennent bien. C'est une peau qui est très facilement agressée par le soleil. Il faut qu'ils se protègent. Et eux, bon, chez nous un peu moins, dans notre société congolaise un peu moins, mais par exemple en Afrique de l'Est, notamment au Kenya là-bas, il y a des représentations culturelles qui font que on dit, même chez nous ici, dans les représentations, on dit que les albinos ne meurent jamais, mais ils disparaissent. Parce que la conception, la représentation congolaise ne veut pas que puisque apparemment on n'a jamais vu le corps d'un albino. Ça c'est un peu au niveau de la représentation culturelle. Et donc dans ces pays de l'Afrique de l'Est, vers le Kenya là par exemple, on dit on peut prendre un membre, donc un pied, un bras, tout ça d'un albinos, ça donne le pouvoir. Et donc on les tue. On les tue pour leur arracher ces membres-là. Donc, oui, monsieur Assis. Par rapport aux albinos ou à toutes les autres formes de handicap, le grand problème, c'est la marginalisation. Ou les rapports qu'a le malade vis-à-vis du groupe, de la famille, et ce que ça déclenche entre les membres de la famille. Donc, la maladie qui est individuelle devient groupale. Et ça fait que ça peut étouffer une famille au point où la famille peut éclater ou le groupe peut éclater. D'accord, merci beaucoup, monsieur Achille. Tout au long de notre discussion, nous allons également aborder ce point qui est vraiment très, très important. Mais avant tout, nous allons recevoir notre couple, le couple ici présent dans le studio de la Radio Citoyenne de Jeunes, le couple Sikou. Bonjour, rebonjour. Bon, notre enfant, tout d'abord, se présente, Sikou Prince. Il a maintenant 5 ans. C'est un IMC. Donc, il est infirme moteur cérébral.
C'est-à-dire, si on peut expliquer plus profondément à nos auditeurs, infirme moteur cérébral, c'est-à-dire Je L'enfant peux qui souffre de l'encéphalégie cérébrale. donc cela a quelles conséquences par exemple au niveau de son physique? Est-ce que l'enfant n'arrive pas à parler, n'arrive pas à marcher? Comment ça se passe? Oui, également. Cet handicap a entraîné l'enfant à ne pas ni parler, ni s'asseoir, ni marcher. C'est peut-être une situation très difficile. Vous, en tant que parent, cela a commencé à partir de quel âge? Depuis l'enfance, lors de l'accouchement, l'enfant a été réanimé pendant 2 semaines. Dans ce cas, on se demande, lorsque vous avez appris que l'enfant était handicapé, quel était votre sentiment à ce moment-là? Bon, ça fait mal, hein, parce que voir un enfant, c'est difficile. L'enfant a fait d'abord, pendant 5 surprises à la réanimation CHU, il faut avoir l'argent, c'est de la peine. Même les gens ont critiqué, c'est pas un enfant, il faut le jeter. Mais comme je suis chrétien, non, il fallait tout donner à Dieu. L'enfant, il faut avoir les moyens pour cet enfant. De le nourrir, c'est vraiment difficilement. Les médicaments coûtent trop cher. Donc, c'est très difficile pour comprendre. On est jeune, on n'est pas salarié, on est des coopérants, vraiment, on touche un enfant, c'est très difficile. Même au niveau de votre couple, hein, c'est vrai qu'on ne veut pas rentrer en profondeur, mais lorsque vous avez appris cette nouvelle, vous-même, dans votre couple, comment ça se passait? C'était comment? Au départ, on était mal orienté parce que on voyait seulement le pédiatre. Nous avons passé beaucoup de temps aussi à voir le pédiatre. Nous, on quelqu'un devait orienter vers l'autre là, le neurologue. Nous avons porté voir M. Kavi, c'est lui, Mme Sianard. On a parlé de Mme Sianard parce que chaque fois l'enfant faisait pas un mois sans rentrer au CHU. Et pour au CHU, il faut avoir les moyens. Quand on se passe dans le Sénat, ça a diminué quand même. Quand même, il faut faire quand même peut-être là, mais au moins, et pas comme avant. Alors, M. Kabi, vous qui êtes psychologue, lorsque ce cas-là arrive souvent dans le couple, qu'est-ce que ça provoque très souvent? Bien, d'abord, il faut resituer le problème. C'est d'abord un enfant qui naît dans des circonstances pas comme les autres. Parce qu'un enfant, quand il naît normalement, dès qu'il naît, il pousse le cri, on le sort, on s'occupe de lui, tout ça. Mais là, c'est l'enfant qui naît avec des problèmes, c'est-à-dire le cerveau est déjà en souffrance. Quand ils disent que l'enfant a été admis en réanimation, ça veut dire que le cerveau a été privé d'oxygène pendant 12 jours qu'il a passé en réanimation. Et même déjà quand ça passe 5 minutes, 10 minutes de privation d'oxygène, ça amène quelques problèmes. Donc plus longtemps le cerveau est privé d'aliments essentiels qu'est l'oxygène, et plus grave aussi se trouve la situation. Maintenant, là, quand l'enfant naît comme ça, avec des problèmes déjà, et donc, ça cause chez lui un retard de développement psychomoteur, c'est-à-dire le retard pour s'asseoir, le retard pour marcher, le retard pour parler. Et dans les familles, ça se passe très mal. Ça se passe très mal d'abord au sein du couple. Oui. Au sein du couple, déjà, on attendait un enfant, peut-être qu'on avait bien programmé, l'enfant qui va porter mon nom, l'enfant qui... Et puis, quand on voit cet enfant qui naît avec des problèmes, qui commence par des hospitalisations qui coûtent extrêmement cher, on dit non, mais on s'est trompé, quoi. Alors, on aurait souhaité que cet enfant parte pour qu'on refasse un autre enfant. Mais il y a aussi les mamans qui disent, mais non, mais c'est le fruit de mes entrailles, je ne peux pas accepter que cet enfant parte comme ça. Alors, on s'accroche à un certain espoir.
on va essayer un peu d'aller, peut-être que ça va marcher. Et alors, s'accrocher à un certain espoir, on est finalement sujet à plusieurs... on est prêt à embrasser n'importe quoi. Donc, l'extérieur arrive et vous propose telle solution et vous voulez tout de suite vous embarquer. Si bien que souvent, la société vous embarque dans des solutions trop compliquées. Et comme a dit M. Achille tout à l'heure, les représentations de la société, de la coutume, tout ça, on vous dit, si vous voulez que votre enfant puisse parler, c'est comme si on voulait dire que à 2 mois, à 3 mois, un enfant déjà devrait parler. Il faut couper le frein de langue. Ça aussi, on en parlera peut-être à l'occasion de notre émission. Le frein de langue, on ne coupe pas. Et il y a beaucoup dans beaucoup de sociétés, effectivement, il y a des spécialistes qui s'érigent en disant, on va couper le frein de langue. Attention. Et donc, c'est ça, les représentants ont dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ça vous enfonce encore de plus belle. Et si vous n'êtes pas solide, si vous ne vous aimez pas vraiment très bien, vous allez vous séparer très vite. Et surtout, les parents, vos familles respectives vont vous emmener vers la rupture, vont vous séparer. Justement, on va poser la question au couple. Comment l'enfant, personnellement, se sent, ses rapports avec ses frères? Vous avez également d'autres enfants? Oui. Mais comment ils arrivent à collaborer entre les frères? Au départ, c'est difficile, mais au fur et à mesure, comment le contact, comment est permanent. Nous, les parents, l'oblige parce qu'on leur dit, quel que soit, c'est votre petit frère. C'est le même sang. Donc, vous avez le même droit. Et puis, ça s'adapte maintenant au fur et à mesure. Maintenant, au niveau de la famille, par exemple, la belle famille, comment, lorsqu'ils avaient appris la nouvelle, quels étaient leurs sentiments? Est-ce qu'il y avait des problèmes entre le couple et la famille? Comment cela se passait? Bon, au départ, c'était un peu difficile, surtout de ma famille à moi. Les gens ont beaucoup parlé. Un enfant, il faut agir, donc il faut chez la femme. Comme au départ, je dis qu'en tant que chrétien, moi, c'est la volonté de Dieu qui a fait. Et moi, je porte garde de la famille, c'est mon enfant qui reçoit mon enfant. Mon enfant porte mon nom, donc je vais regarder les choses à la fin. Et je vais me battre. Le nom de la famille de madame, vraiment, il y a des résistances, hein. C'est pas un enfant, là, j'étais donc, je vais dire à madame d'abord cet enfant. Mais comme nous devons croire, donc c'est pour là vraiment, comme nous ensemble, on est unis. Donc c'est pour nous permettre les gens, quand on vient dire, moi, on ne sait pas ce que je dis. Oui. Merci pour la parole. Oui, au départ, c'était difficile pour la famille et même la famille. Mais comme tel que mon mari l'a dit, nous sommes des chrétiens, c'est notre enfant, c'est ce fruit que le Tout-Puissant nous a donné. Nous devons l'aimer, nous devons faire notre devoir autant que parents pour cet enfant-là. Nous ne pourrons jamais l'abandonner, nous ne pourrons jamais aussi écouter les ondits et nous ne pourrons jamais aussi le tuer à petit feu. Donc on est là, on le conserve, on le protège, on l'aime comme tout autre enfant. On ne fait jamais de différence. Et d'ailleurs, même dans la maison, on a déjà un principe là-bas. Tant que à manger de prince n'est pas là, on ne peut pas manger. Tant qu'il n'y a pas tant que les produits de prince ne sont pas achetés, on ne peut pas faire d'autres dépenses. Donc, Monsieur Gabi, oui, Monsieur Achille, est-ce que vous pensez que c'est la façon de faire, par exemple, mettre des principes au niveau de la maison, cela fera en sorte qu'il y ait la cohésion au niveau de la famille? Oui, naturellement. Ce que je veux dire avant de répondre à cette question, c'est que j'ai repéré un élément, ce que j'appellerais le bouée de sauvetage, dans le rapport du couple ici. Le bouée de sauvetage, c'est que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, donc cet enfant-là vient de Dieu. Sur le plan de cette considération, l'enfant, c'est un humain qui est sacré. Donc, ils sont tentés de s'éloigner, heureusement pour eux, du sacré traditionnel de la famille. La famille, à la limite, opte pour la rupture brutale
et même pour tuer l'enfant. Est-ce que vous comprenez? On a l'impression que la famille n'apporte pas, on a l'impression, je dis, que la famille n'apporte pas la solution pour la cohésion, pour l'harmonie, pour continuer à élever l'enfant. Mais les garde-fous qu'ils prennent au niveau conjugal, au niveau ménage, dans le ménage, moi je crois que c'est ce qu'il faut. Parce que le mal de l'enfant produit la maladie chez tout le monde. Surtout si vous vivez dans la même maison. Les garde-fous qu'ils montent produisent la guérison. Enfin, approximative. C'est des approches. Mais je reviens sur le fait que, et quand je faisais la comparaison, les Occidentaux ont les mêmes problèmes. On voit la démarche. La démarche chez eux est relativement scientifique. On va à l'hôpital, on cherche à comprendre ce qui se passe. Nous, la première tendance chez les Africains, c'est de penser aux éléments traditionnels, aux représentations, à ce que la société a dit, parce que c'est pas des normaux, c'est une malédiction pour la famille et pour la vie du couple. Donc, pour répondre à votre question, les garde-fous qu'ils ont, si la nourriture, c'est pas, j'ai pas compris, si la nourriture de l'enfant n'est pas là, on ne mange pas ça. Tout le monde, non, on mange ensemble. Hein. Non, on mange ensemble. Hein, monsieur le psychologue verra que c'est une sorte de psychodrame. Hein, on mange ensemble et le fait de manger tout le temps ensemble permet d'intégrer l'enfant dans le groupe et au moins au niveau psychologique, d'amoindrir le choc, quoi, de supporter la présence de l'enfant. Pour rappel, nous avons dans ce studio M. André Kabir, psychologue et coordinateur du projet, M. Achille Tudika, sociologue, anthropologue, chercheur, et le couple Sikou, parent d'un enfant handicapé. Alors, nous sommes toujours avec vous, le couple Sikou. Expliquez-nous, parce qu'on sait que lorsqu'on met au monde un enfant handicapé, on subit pas mal de pression au niveau de la famille, au niveau des amis, dans le quartier, bien d'autres. Parfois, on se demande, est-ce que cela vous est déjà arrivé de tenter, essayer une méthode traditionnelle, par exemple, d'aller voir un féticheur pour justement, dans le souci, bien évidemment, d'aider votre enfant à se rétablir? J'ai failli rire parce que c'est au jeu que j'entends le chant de Zao, un faux billet. C'est vraiment un faux billet. Parce que moi, avant un âge, à l'enfant que j'ai 5 ans, on a beaucoup souffert. Je suis à Mouyonji, même en Kamba, où chez la guérison de l'enfant. On a vraiment dépensé des moyens. Donc, par rapport à notre, quelqu'un nous a conseillé chez M. Kavi, dès que je suis arrivé chez M. Kavi, vraiment, quand même, on trouve quand même la santé de l'enfant parce que l'amélioration. Madame a fait au moins plus d'une année à Mouyonji, dans les fonds de Mouyonji, Bordeaux, la guérison de l'enfant, elle a été faite. Elle était en Kamba, donc, taux sont de polio au moins, des massages au moins, plus de 100 fois des massages. À ce moment-là, on se couche avec Madame Sana, ça quand même s'améliorer. Malgré dit des gens, parce que faut avoir d'abord les moyens. C'est les moyens. Donc, un enfant, exemple, chaque mois dépenser au moins 50 fois d'ordonnance, moi c'est pas facile. Hein. L'enfant porte au moins des couches à jeter. Faut acheter. Moi par jour, il faut au moins 10 couches. Le lait ne peut pas manquer. Donc, il faut avoir. Si je n'ai pas vraiment la foi, je ne vais pas avoir un enfant. Je ne travaille pas, madame ne travaille pas, et par la grâce, parce que c'est ton faux aussi, parce que son nom c'est Prince. Son nom c'est un prince. Il y a beaucoup de choses au monde pour avoir des moyens pour son toute prison. Sans ça, vraiment, pour pas s'en sortir. Et les familles, surtout la famille, il n'y a pas vraiment d'entraide pour aider l'enfant. Seulement avec deux, monsieur Adam. Nous avons un SMS d'un auditeur qui nous a écrit: bonjour à tous ceux qui animent cette tribune. Une question à l'endroit du psychologue. Mettre au monde un enfant handicapé, quelles en sont les causes? Parfois on se demande, est-ce qu'il s'agit d'une question héréditaire parfois, ou encore cela est expliqué scientifiquement? Bien, merci. Alors, les causes sont diverses selon le type du handicap. Par exemple, pour le cas de Prince, là, c'est la souffrance du cerveau. Le cerveau a souffert et c'est un peu comme s'il y a eu un court-circuit sur un appareil électronique. Et quand il y a eu court-circuit, on voit quels sont les fils qui ont grillé. Et il s'agit donc de repérer d'abord ça et puis de réparer. Donc,
Les causes, eh ben, vous voyez, il y a eu, par exemple, la souffrance, le cerveau a souffert par manque d'oxygène. Il peut se faire aussi que, pour des cas comme ça, l'enfant est bien né, il n'y a pas de souci, tout ça, mais un palud passe par là, ce que nous appelons vulgairement le palud cérébral. Le palud, et quand l'enfant arrive, par exemple, à faire, là on dit, l'enfant a fait une crise, mais une crise, ça veut dire quoi? Ben, que l'enfant a manqué d'oxygène dans son cerveau. Il peut y avoir aussi la méningite qui peut aussi passer par là. Pour les handicapés moteurs, il peut y avoir la poliomyélite. Il peut y avoir aussi, par exemple, un accident qui se passe, accident, l'enfant est tombé, tout ça. Et même à l'âge adulte, on peut devenir aussi handicapé. Vous voyez, par exemple, ceux qui font les AVC. Un AVC, il devient aussi infirme moteur cérébral. Il y a aussi des handicaps d'origine, si vous voulez, héréditaire. Parce que la surdité, dans certains cas, la surdité ou la cécité, donc handicap des yeux ou handicap des oreilles, parfois aussi ça peut venir de l'hérédité, ça peut venir de l'hérédité, mais ça peut être aussi les acquis, les accidents, par exemple, pendant la grossesse, on prend des médicaments inadaptés, par exemple, au petit fœtus qui est en train de se former dans le sein maternel, ça peut altérer, ça peut esquinter le cerveau de l'enfant et toucher, par exemple, le moteur qui commande la vue, le moteur qui commande l'audition, le moteur qui commande, par exemple, les mouvements, la marche, tout ça. Donc, ça aussi, c'est possible. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons continuer la lecture des SMS en passant courage aux parents, restez soudés. Ils encouragent les parents. Signé Chris Atongi Ndinga. Merci beaucoup pour ton SMS, Chris. Chers auditeurs, nous sommes là dans le studio de la RCJ. Nous parlons des personnes handicapées. Mais une question me vient à l'esprit. Imaginez que vous avez un enfant sourd. Comment intégrer cet enfant au niveau de la famille? Il est sourd, son entourage parle. Comment vit? Comment il vit cette personne-là, une personne sourde? Comment il vit avec les autres? C'est ça aussi un problème mental. Ça peut se jouer sur son mental. Ben, généralement, pour le sourd, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est au niveau de l'entourage, de la société, des parents, de la famille, donc. Pardon. Parce que le sourd, quand il est sourd, il arrive, ben, il apprend à communiquer, tout comme un enfant qui est viable, qui n'a pas de problème de surdité, apprend à communiquer avec la famille. Et donc le sourd aussi apprend à communiquer avec sa famille. Celui qui entend arrive à corriger, parce que quand il émet des sons, ces sons lui reviennent, et quand il entend les autres qui parlent, il prend, il modifie, et il apprend à parler comme tout le monde. Mais le sourd, lui, il ne s'entend pas émettre les sons, il n'entend pas les sons des autres. Donc pour lui, il pense que tout est, comment dire, tout est silencieux. Tout est silencieux autour de lui, et il essaie d'intégrer ça en lui et de communiquer avec les autres. Mais le problème, c'est les autres qui entendent et qui voient que, mais comme il ne parle pas, comment faire? C'est eux qui ont le plus de problèmes. Et alors, ils s'adaptent. C'est pour ça, moi, je dis, les meilleurs interprètes des sourds, de la langue des sourds, c'est les
parents. Les parents, parce que les parents doivent apprendre à communiquer avec leur enfant. Donc, justement, cela veut dire, pour que les parents puissent communiquer, il faut qu'il y ait intégration. C'est-à-dire que les parents doivent apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Ils l'apprennent, ils communiquent naturellement avec leur enfant. Maintenant, dans le cas où l'enfant est à l'école, l'enfant apprend la langue des signes à l'école, comment arriver? Comment se fera cette communication? Bon, voilà. Là aussi, parce que les gens pensent que quand on est sourd, forcément, on connaît la langue qui est apprise à l'école. La langue qui est apprise à l'école, ça, c'est une langue d'emprunt. C'est un peu comme vous, quand dans votre famille, vous parlez patois, vous ne communiquez qu'en patois parce que vous êtes dans un village, vous n'entendez que ça. Quand on vous amène à l'école, là où on vous dit maintenant il faut parler français, vous apprenez le français. Donc un sourd aussi, quand il va à l'école, il apprend une langue d'autrui. Donc il abandonne, enfin il n'abandonne pas, il garde avec lui la langue naturelle par laquelle il communique avec ses parents, avec son entourage, et il va apprendre une nouvelle langue de communication parce que ça dépend d'influence. Par exemple, quand un enfant a étudié, par exemple, à Brazzaville, ici, à l'Institut des jeunes sourds, pardon, de Brazzaville, quand il va en France, ne pensez pas que là-bas, on parle la même langue des sourds. Non. Il est obligé d'apprendre aussi cette nouvelle langue des sourds. Parce que les représentations au niveau de la société ne sont pas les mêmes. Par exemple, au Congo, ici, vous avez le foufou, vous avez le manioc. En France, il n'y a pas le manioc, il n'y a pas le foufou. Donc, comment les Français vont appeler le manioc le foufou qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas ça, donc ça n'existe pas. Monsieur Essi? Oui, vous avez voulu savoir comment intégrer. Comment justement vivre avec une personne handicapée, parce que c'est ça l'intégration au niveau de la société. Effectivement, il faut communiquer. J'ai élevé un enfant sourd, c'est ça, sourd, une fille de 18 ans, qui a la majorité. Et pour communiquer avec elle, il faut la regarder en face. Quand vous parlez, suivant les mouvements des muscles poussés et labiales, elle peut percevoir ce que vous dites. Maintenant, le problème, dans notre cas, et malheureusement pour nous, le cas mineur, c'est qu'elle parle sourd, mais parle. Est-ce que vous dites? Quand vous parlez, elle suit vos lèvres et les muscles poussés, elle comprend, elle restaure. Et ça facilite en effet son intégration. Mais après, il fallait qu'elle aille à l'école de jeunes sourds. Là-bas aussi, c'est un autre langage plus scientifique, plus écrit. Mais au niveau de la maison, pour l'amener, à lui dire, va préparer, amène de l'eau, ça c'est le langage primaire, brut, et qui permet effectivement son intégration, la facilité d'être avec elle. À l'école, c'est mieux avec les autres qui ont un langage plus scientifique dans leur domaine, et ils sont plus, même à l'école, c'est plus intégré à l'école. Entre eux, bien sûr, entre eux. À la maison, ça ne pose pas de problème, c'est l'accoutumance, c'est l'exercice, c'est l'expérience. À ce moment, on en vient à l'expérience, on communique même par les gestes. Même si on n'a pas la langue soutenue, enfin, je veux dire la langue soutenue. Oui, justement, nous allons voir un exemple concret avec le couple Siko. Comment faites-vous pour communiquer avec votre enfant? Comment faites-vous pour savoir qu'il a faim, il veut faire un besoin? Comment ça se passe? Ok, merci. La communication se passe avec l'enfant par des signes. Au fait, quand tu as un enfant IMC comme ça, automatique aussi, Dieu te donne cette sagesse, cette intelligence de
se communiquer avec l'enfant facilement. Donc, on développe d'autres sens. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà pourquoi avoir un enfant IMC, ce n'est pas bon de l'abandonner ou de l'écarter. Parce que seul toi, la maman, ou le papa, qui peut maîtriser les caprices, les gestes, la communication de l'enfant. D'accord, donc ça veut dire que... Oui, papa. Pardon, pour le cas du prince. Le prince dort à partir des zones de 21 heures. Quand il a dépassé 21 heures, on sait qu'il manque de lait. Et on donne le lait, il dort. Donc on gère des principes, c'est que l'enfant doit prendre le lait. Le matin, quand il a faim, quand il commence à pleurer, c'est que l'enfant a faim. Donc, c'est des signes, au fur et à mesure, on s'habitue. Donc, lui, sans lait, pas dormir. Soit 1 heure, 2 heures, tant qu'il n'a pas le lait, il dort pas. Dès qu'il a le lait, il dort. Voilà, donc, nous savons que selon les statistiques de 2018, il est dit que dans le monde, 15% de la population mondiale est à titre personnel concernée par un handicap. Pour qu'il n'y ait pas vraiment de déséquilibre au niveau de la société, on a vu comment arriver à intégrer ces enfants au sein de la famille. Alors, nous savons que le thème de l'année 2018, il est question de rendre autonomes les personnes handicapées, les rendre indépendants. Comment faites-vous, par exemple, au sein de votre ONG, pour amener ces handicapés, ces personnes handicapées à être plus autonomes? Mais d'abord, nous commençons par rassurer les parents, puisque généralement, les parents, ils sont très possessifs. Ils ne croient pas aux capacités, aux potentialités de leurs enfants. Ils veulent toujours faire à la place des enfants. Et donc, nous commençons d'abord par traiter cette relation, j'allais dire fusionnelle, cette relation qui colle l'enfant aux parents. Par exemple, même un enfant, j'allais dire de 6 ans, de 10 ans même, les parents veulent toujours donc accompagner l'enfant pour venir à l'école, faire tout à sa place, et ils disent non mais sinon il va se perdre. Non, il ne connaît pas le chemin mais on dit on y va aussi mollo mollo, doucement doucement. On va dire bon mais écoutez, doucement doucement on sépare les parents de l'enfant. Et les parents sont surpris de constater que ils ne sont pas venus chercher l'enfant, mais l'enfant est arrivé seul à la maison. Tiens, alors, et doucement, doucement, ils prennent conscience que l'enfant a des capacités. Et ils lâchent l'enfant et l'enfant commence à devenir. Nous avons, par exemple, un sourd muet qui tient nos ateliers là-bas. Il est sourd-muet, mais un très bon menuisier. Mais c'est un jeune qui est capable de tout, quoi. Hein, il fait bien la menuiserie, il fait bien la plomberie, il fait bien l'électricité. Formidable partout. C'est qu'on a l'habitude de dire, lorsque un de nos sens ne fonctionne plus, d'autres sens se développent en quelque sorte. Oui, mais l'autonomisation, ça, d'abord, mais c'est vrai, il faut sécuriser aussi les parents. Parce qu'il faut que les parents arrivent d'abord à se sentir prêts à lâcher l'enfant. Sinon, ils seront toujours là, en train de vouloir faire à la place des enfants, et ça marche pas. Et donc, doucement, doucement, on sort l'enfant, un peu comme on dit vulgairement, sortir l'enfant des jupons de la mère, hein, et puis comme ça l'enfant il fait l'école comme tout le monde, il apprend à lire, écrire, il apprend à jouer. Nous parlons des personnes handicapées. Nous savons qu'à l'occasion de cette journée, le 3 décembre dernier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son discours, a eu à réaffirmer cette détermination à œuvrer ensemble en faveur d'un monde meilleur
inclusive, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handicapées seront pleinement respectés. Ça, c'est lors de la Journée internationale des personnes handicapées de 2018. Antonio Guterres a eu à prononcer ce discours-là. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Congo, de notre pays, est-ce que les droits des personnes handicapées sont respectés? Ben, les droits des personnes handicapées, on peut dire qu'elles sont respectées, mais il y a aussi le poids de la culture qui fait que c'est pas vraiment entièrement, complètement respecté. Vous savez, il y a eu, par exemple, au niveau de l'examen périodique universel, les Nations Unies qui, en novembre dernier, le 14 novembre dernier, ont fait beaucoup de recommandations au gouvernement congolais. Il y a au moins 14 recommandations des Nations Unies à l'endroit du Congolais, notamment, par exemple, vous voyez le clip de Nzao qu'on a entendu tantôt là, un très beau clip audiovisuel, mais qu'on a du mal, par exemple, à faire passer. Mais justement, pourquoi? Bon, au niveau du clip, moi, je pense que c'est d'abord parce que c'est un clip déjà sur la sensibilisation. On vous sensibilise sur ce que c'est que l'infirmité motrice cérébrale, comment on peut acquérir ça et comment l'éviter. Mais dans notre culture actuelle, c'est bon, mais s'il n'y a pas l'argent, on ne fait pas passer ça, on ne diffuse pas. On espère, on souhaite que après notre tribune là, que cette chanson passe souvent pour justement sensibiliser là-dessus. Vous voyez, le Congo a fait par exemple a adopté un plan d'action national pour les personnes handicapées par rapport à la décennie africaine des personnes handicapées. Le bilan, c'est l'année non, c'est cette année-ci le bilan au niveau de l'Union africaine. C'est vrai, ça a pris de bonnes orientations, mais quand on voit par exemple Maya Maya, actuellement, l'aéroport de Maya Maya, un handicapé maintenant peut partir de chez lui sur fauteuil roulant, rentrer dans l'avion facilement et partir. Mais il y a quelques années, c'était encore difficile. Mais ça veut dire que le Congo a pris en compte quand même la notion du handicap. Donc, le respect des droits. Mais c'est pas toujours évident. Puisque, par exemple, au niveau de la justice, c'est pas toujours évident que l'on trouve un interprète en langue des signes pour un sourd. On voit, par exemple, à la télé, dans d'autres pays, on voit un petit médaillon où il y a quelqu'un qui est en train de signer parce que il faut donner la même information au même moment à tout le monde. Voilà. Et ça balbutie encore chez nous. Même les corps de l'enfant, faut payer. Mais quand quelqu'un ne fait pas quelque chose. Donc, surtout aux autorités aux gens de bonne foi d'essayer d'aider les enfants handicapés à tous les moyens. Parce que un enfant, d'abord pour le moment c'est difficile parce que c'est des capricieux. Il faut le lait, il faut des couches, il faut ainsi. Mais quand je n'ai pas les moyens, il faut jeter l'enfant ou abandonner l'enfant chez quelqu'un, vraiment c'est un problème. Donc peut-être madame a un dernier mot à adresser à l'endroit des auditeurs, surtout aux parents aussi qui vivent la même situation. Nous voulons que l'État congolais puisse nous aider pour ces enfants-là. En phase physique, en phase sociale et en phase morale. Tel souvent que quand nous arrivons par exemple dans les hôpitaux,
si ces enfants-là pouvaient avoir une réduction ou des gratuités, surtout en plan pharmaceutique. Ces enfants-là vivent à base de ces produits-là. Donc, sans ces produits, quand il y a rupture, les enfants vont en phase de crise. Parfois, quand on arrive dans les pharmacies, nous avons des ruptures des produits des enfants. Donc, ça aussi, ça nous arrange pas. Voilà pourquoi nous constatons que ces derniers temps-ci, le taux de la mortalité devient élevé pour ces enfants-là. Parce que ce sont des enfants très, très sensibles. Si vraiment l'État congolais pouvait faire face à ça, ça devait être une bonne chose. Et ça devrait encourager les mamans qui ont encore des enfants chez eux gardés dans les maisons. Et ça pourrait aussi soulager tout le monde. Et quant aux parents, ils doivent prendre notre exemple. Ils doivent faire autant que nous le faisons pour cet enfant-là. Ils ne doivent pas abandonner les enfants. Ils ne doivent pas tuer les enfants. Ils ne doivent pas négliger les enfants. Et ils doivent les aimer. Parce qu'une victoire sera leur récompensée. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous surtout, oui, Monsieur Kabi. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde, des auditeurs, tout ça, le fait que Madame Balola, qui vient de parler tout à l'heure, a été élue au conseil consultatif des personnes handicapées. Et donc, ce qu'elle a dit là, je crois que elle devrait porter ça au niveau du conseil, parce que là, je crois que elle est bien placée maintenant pour faire passer le message. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette tribune spéciale consacrée à la Journée internationale des personnes handicapées. Nous avions reçu dans notre studio M. André Kabi, psychologue, coordinateur du projet, M. Achille Toudika, sociologue, anthropologue, chercheur, et le couple Sikou, parents d'un enfant handicapé. Merci pour votre participation, chers auditeurs. Merci à Tessia Luya qui a assuré les commandes techniques de cette tribune. C'était Chauveau, Fanny et Mila Bongo. Bon suite de programme sur la 98.6. C'est bon? En tout cas, vraiment, merci beaucoup, bien auditeur, courage. C'est ça, c'est un exemple pour la société. C'est vraiment un bel exemple. C'est pas facile. Hein? Monsieur. Vous êtes loin de nous-mêmes, mais là vous êtes touché. Combien de fois cela vous avez touché? Quand les gens arrivent à la maison, on va regarder la femme, même deux peu. Mais chaque fois, bien le moral. Même en marchant, même en route, tu vois tout le monde poser le regard sur l'enfant. Même dans le bus, parfois quand tu t'assois, hey, madame, arrangez les pieds de l'enfant. Donc, 5 ans, on regarde l'enfant, 5 ans. Même nous-mêmes aussi dans la maison, parfois ça nous bouleverse. Hein? Parfois ça nous bouleverse.